à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics. Réponse A, préféré. Réponse B, favori. Réponse D, cornemuse. Et voilà. Et la réponse C. Et la réponse, il n'y a pas de réponse C. D'accord. J'aime pas la réponse Très C. bien. En tout cas, vous êtes sur nos ondes. C'était une tentative de blague assez réussie, génial. assez réussie quand même. Franchement, on était sur un bon niveau, N'hésitez pas à la refaire en soirée. Je suis Arnaud Kikou et voici Corentin avec moi. Oui, bonjour, c'est moi. On ne change toujours pas, on essaie de trouver un remplacement pour Corentin, mais ça ne veut pas. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans un numéro Back Issues. C'est votre revue, pas d'actualité du coup, mais de comics. On vous parle de bandes Les dessinées. sorties de bandes dessinées Voilà. récentes, VF, VO. Oui, alors là, plutôt de la VF pour le coup. Là, c'est un numéro spécial pour la VF. Il y en a un autre qui était sorti déjà la semaine dernière pour aborder des sorties plus ou moins récentes. Là aussi, on se concentre sur une production plutôt locale par rapport à la date de sortie de ce podcast, donc des choses du début de l'année 2021. Et si vous nous écoutez 30 ans dans le futur, j'ai envie de dire, comment ça se passe 2050 ? Est-ce que c'est bien ou pas ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Une autre blague. Une autre blague Vous encore. êtes grattés. Allez, quand même. Je veux dire, voilà, les circonstances étant, d'enregistrement de ça, la période étant, je pense qu'il faut bien rigoler un petit peu de temps à autre. On s'en paye une bonne tranche. Donc, j'ai envie de te dire, oui, commençons. Allez. Alors, quel est le premier album que nous allons chroniquer ensemble, Corentin ? Je regarde mon conducteur que cette fois-ci tu respecteras. Je sais qu'est-ce que c'est. Parce qu'un conducteur de podcast, ça se respecte comme un geste barrière. Qu'est-ce que c'est donc alors ? C'est Alienated. Yes ! Il s'agit d'un titre qui s'appelle Alienated, qui est sorti chez iComics, qui est écrit par Simon Spurrier, un mec qu'on aime bien, un auteur dont on vous a déjà vanté les qualités sur son Hellblazer par exemple, et surtout, en tout cas personnellement, sur son Coda, qui est sorti chez Glénat. Et donc Simon Spurrier a écrit cette mini-série chez Boom Studios, qui est dessinée par Christian Whitegoose. Et donc une mini-série en 6 numéros qui s'intéresse à quoi, Corentin ? Alors, qui s'intéresse à quoi ? Tu veux le résumer ou Ouais, je veux bien résumer, Corentin. D'accord. De quoi ça très bien. parle ? Je vais déjà faire un fou rire en début d'émission. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle de trois adolescents, Qui s'appelle comment ? qui s'appellent Sam et Sam. Yes. Samuel, Samantha et Samir. Qui donc effectivement correspondent pas forcément aux critères sociaux en vigueur, on va dire. Donc un est une sorte de geek, on pourrait dire, enfin une sorte de mec qui se rêve un petit peu, quoi. Qui se rêve un petit peu, vidéaste, complotiste, révolutionnaire, ouais. Voilà, c'est ça un petit peu, qui aimerait bien être Usul avec un masque de méchant de jeu vidéo. L'autre est une jeune femme asiatique dont, a priori, je sais pas, non, je vais pas spoiler ce qui lui arrive, grosso modo, parce que c'est une des surprises du volume, mais Oui. voilà, qui est très solitaire, très solitaire. Et le dernier, donc, c'est qui est Samir, qui est donc un jeune homme d'origine pakistanaise, je crois, musulman en tout cas, c'est sûr, et qui se trouve être gay, et qui lui, pour le coup, est plus populaire que ses deux copains, mais qui est un mec sympa, en fait, qui, du fait de sa sexualité, de son rapport à son père, a aussi un petit peu des secrets, des obsessions, etc. Et ces trois personnages-là vont rencontrer un extraterrestre dans une forêt, en fait, qui leur permettra de communiquer par télépathie et qui leur fournira des pouvoirs de différentes sortes. Il est très puissant, cet extraterrestre, qui va un peu les adopter comme le personnage de E.T. dans le film de Spielberg. Yes. Même si, alors c'est pas, Sullivan avait déjà fait le rapprochement dans la vidéo d'annonce des sorties de iComics, c'est aussi très proche de Chronicle, le film de Josh Trank, en cela que justement ça va évidemment poser le contexte de trois personnages qui sont au contexte du surnaturel et qui vont évoluer en prenant des trajectoires différentes. Certains vont un peu se barrer en couille, d'autres vont devenir des gens bien, et voilà, il arrive ce qui peut arriver dans ces cas-là. Donc c'est une sorte d'allégorie sur la souffrance adolescente. Merci, adolescente effectivement, avec donc cette intervention du miraculeux, du surnaturel, de la science-fiction en l'occurrence, pour parler un petit peu justement de différents profils. Alors on a justement cette espèce de jeune homme qui fait très Columbine, qui fait très Amérique profonde, des porte-flingues qui tirent un petit peu dans les lycées, etc. On a une jeune fille très populaire qui à l'inverse est plus enfant chéri de l'Amérique, qui se rêve musicienne, qui veut être une influenceuse des réseaux sociaux. Et on a donc ces profils qu'on voit... Portrait d'une jeunesse assez actuelle quand même. Oui, tout à fait. Bien sûr, en fait, c'est le comparatif avec Chronicle est intéressant parce que justement, Chronicle, un des reproches qui avait été fait au film, c'est que le mec
le héros joué par Dane Diane, n'arrivait pas à se couper de sa caméra. Tu vois, tout le temps, et on se demandait un petit peu pourquoi finalement, parce que c'était une sorte d'astuce de mise en scène. Là, en l'occurrence, c'est mieux fait parce que quelque part, le rapport qu'a, on va dire, le héros, en tout cas Samuel, aux images est conditionné par cette ère, en fait, de la popularité sur le web. Même si c'est pas forcément aussi développé que ça peut l'être dans d'autres types de BD comme ça, il n'y a pas la mention d'Instagram ou de Facebook ou des réseaux sociaux, c'est vraiment plus le YouTubing, on va dire, et en plus un YouTube game qui est assez particulier, parce que c'est celui des contestataires, celui des antisociaux, celui des révolutionnaires, des révoltés, qui essaient de poser un modèle différent à l'Amérique de droite, parce que c'est vraiment l'Amérique de droite, des chrétiens, des modèles des modèles parentaux traditionnels, pardon. Puis voilà, alors c'est très très joli, c'est très introspectif parce qu'effectivement on entend les pensées des personnages et chacun va avoir droit à son petit numéro pour, où il va utiliser les pouvoirs de l'extraterrestre pour expliquer un petit peu leur parcours, d'où ils viennent, comment ils se sentent par rapport à ce monde des adultes, mais aussi par rapport à leurs congénères adolescents. C'est vraiment très bien écrit, c'est assez fin. Le personnage de Samir est un petit coup de cœur personnel justement parce que c'est rare d'avoir des portraits de jeunes hommes gays comme ça, particulièrement dans la bande dessinée américaine. Et quelque part, voilà, ça pose aussi la question de ce rapport au geek, puisque c'est vrai que justement, on pourrait se dire que c'est un peu une sorte de Breakfast Club qui tourne mal, on va dire, mais il y avait un petit peu comme ça dans les années 80-90 l'idée que les jeunes geeks, les jeunes enfants des films de Spielberg, etc., étaient amenés plus tard à devenir des gens bien, qui étaient les victimes des Kairas un petit peu du lycée, ou des bullies, ou des footballeurs, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment plus comme Chronicle, au sens où ça montre un petit peu aussi comment il peut y avoir des ruptures un petit peu avec la réalité ou avec la conscience quand justement tu te sens pas considéré entre guillemets par la société, par le modèle traditionnel américain, par le modèle de popularité, de réussite, que tu aspires à autre chose et quelque part même comment des bons idéaux peuvent finir par être dévoyés. Donc c'est assez bien fichu, ça parle de trucs vraiment assez dramatiques, hein. C'est pas du tout une BD qu'on lit pour se marrer. Même si le dessin peut être coloré et léger par endroits, et ça reste quand même assez bresson et très inventif, notamment justement dans la personnification de l'extraterrestre que va en faire Wild Goose, qui du coup est assez polymorphe, c'est une sorte de structure un petit peu organique, un petit peu, comment dirais-je, ectoplasmique, mais qui est quand même bardée de quelques attributs métalliques, etc. Et qui est très polymorphe, qui prend possession des corps, etc. Enfin, c'est vraiment très joli. Et qui est très plus bresson. ouais, qui est quand même plus en fait un artefact que vraiment un accompagnateur de l'histoire plutôt que vraiment le réel sujet, quoi. Parce que c'est pas du tout au final cet extraterrestre n'est pas vraiment ce qui importe. Bah, c'est-à-dire que c'est le vecteur, récit, c'est le vecteur de l'émotivité des personnages en fait, parce que cet extraterrestre est doué de conscience, il peut parler, et quand les personnages prennent possession de lui pour accomplir leurs actes surnaturels, lui s'exprime à travers eux en fait. Du coup, il exprime leur paranoïa, leur peur, leur jalousie, leurs regrets, etc. Donc justement, c'est un bon moyen de faire parler entre guillemets les sentiments profonds de ces adolescents-là. Donc c'est vraiment plutôt bien foutu. Moi, comme je l'avais dit en micro à Arnaud, justement, je pense que tous ceux qui regrettent que la Fox, qui est prévu de faire un Chronicle 2 avant que Disney ne rachète et s'aborde le projet, bah, si vous avez aimé Chronicle, cette BD est faite pour vous, hein. Et Arnaud disait éhontément que c'était Chronicle en réussi, et vous pouvez maintenant lui jeter des cailloux dans les commentaires, parce que non, Chronicle, je c'est très pense bien. pas. C'est un excellent film. J'ai pas dit que Chronicle est un mauvais film, je dis juste que pour le coup, là-dedans, t'as une réelle écriture, tu vas au fond des personnages et t'arrives à clairement aborder des choses qu'un film ne permet pas de faire parce qu'il a pas la place et parce qu'on est plus sur l'image et sur quelque chose qui est moins introspectif. Tu peux pas entendre forcément bien sûr. aussi bien les pensées d'un personnage. Et je suis désolé, en termes de traumatisme adolescent, je te vannais, en termes de vécu. C'est pas la peine de. Mais non, mais là, je m'énerve pas. Non, mais là, j'explique pourquoi. Mais je te dis que vraiment, en termes de vécu. Alors, je sais pas, toi, quel est ton adolescent vécu et tout ça. Tu sais, il y a un podcast qu'on avait fait il y a pas si longtemps où je disais que c'était difficile d'avoir des auteurs qui savent écrire correctement des personnages adolescents. Et bon, alors il y avait plus vraiment de doute sur le fait que Cy Spurrier soit un bon écrivain, mais avec Alienated, il le prouve encore en ajoutant une nouvelle corde à son arc. Alors j'ai pas souvenir, parce que je connais pas la bibliographie non plus de Spurrier par cœur, j'ai peut-être pas tout lu, mais je sais pas s'il avait déjà écrit beaucoup forcément de trucs sur des ados comme ça, dans un contexte vraiment sociétal moderne et tout ça. Mais ouais, il y a des choses que tu retrouves de ouf notamment sur le sentiment d'incompréhension des gens, sur un peu l'hypocrisie aussi que tu as dans un milieu qui est quand même très dur. C'est quand même c'est un milieu vache, le lycée. Tu te fais des crasses, vraiment. C'est quand même à partir du moment où tu rentres au CP jusqu'à la terminale, tu vas te faire des crasses et c'est après, quand tu commences à être jeune adulte,
que tu commences à être un peu plus sympa envers tes semblables, tu vois. Et là-dedans, il y a tellement d'événements, de traumatismes, en fait, d'anxiété, de sentiments qui sont exprimés alors à la fois dans le texte, parce que vraiment, il y a juste une expression littérale, en fait, des sentiments qui est très juste, en fait. Et aussi même visuellement, il y a des effets de Chris Wildgoose en fait allient à la fois l'image avec le sens des mots, et il y a quelques cases notamment qui ont des effets qui sont trop bien, notamment par exemple avec cette adolescente qui effectivement est en recherche d'attention, où où elle te parle, et derrière dans le fond t'as en fait elle qui s'affiche genre regarde-moi, tu vois, je suis meilleur ou, que toi. ouais c'est ça, tu vois, genre ne m'ignore pas s'il te plaît, tout ça, où tu ressens un peu cette détresse de gens qui veulent juste être remarqués et qui n'arrivent pas à le faire autrement que par un paraître, alors qu'intérieurement elles sont complètement dévastées. Et c'est hyper riche en fait dans l'expression de ces sentiments que tu peux vivre pendant une période qui est charnière pour chacun, même quand tu as une adolescence heureuse, on va dire, que je pense il y aura toujours eu un moment où c'était compliqué, mais c'est quand même la période de ta vie qui va vraiment façonner l'adulte que tu seras après. Et Spurrier a vraiment, enfin je trouve qu'il réussit vraiment un tour de force, et j'ose le dire vraiment, même avec ce terme-là, c'est un tour de force sur la façon dont tu peux réellement écrire l'adolescence en fiction. Ouais, après, enfin, je serais peut-être plus modéré. Je trouve que c'est une très bonne BD et que vous devriez l'acheter si justement vous êtes fan de E.T. ou de Stranger Things ou de ce genre de bande dessinée qui mélange un petit peu le contexte. C'est quand même vachement mieux que Stranger Things. Hein. Non, mais j'ai pas dit, il n'y a pas de jugement de valeur. Je dis que c'est des tonalités qui sont en commun. Tu vois, le côté, ouais. la petite ville du Midwest, un peu isolée, qui est loin de l'agglomération, où justement tu as des profils très typiques de l'Amérique un petit peu tarte aux pommes, qui rencontrent justement l'Amérique d'un peu délaissée pour compte. Et même, quelque part, tu vois, il y avait déjà eu des trucs comme ça. Tu prends le Plutona de Jeff Lemire et Amy Lennox, c'était déjà une sorte justement de parabole sur E.T., ce côté vraiment très américain, à la Spielberg justement. Il y a aussi du pensif, forcément, mais je pense que c'est vraiment plus intelligent que ça ne veut bien le dire. J'ai vu que des gens reprochaient notamment la fin du bouquin qui effectivement est ce qu'elle est, on va dire, mais qui est aussi une tentative, si tu veux, de tordre un peu le cou au côté nihiliste, parce que quand même la BD est assez nihiliste dans l'ensemble. Ouais. Il y a peu d'espoir à trouver, les parents sont très lointains, très déconnectés de tout ce qui se passe. Le monde des adolescents est assez cruel, même s'il n'est pas forcément autant montré que ça. Moi je trouve que c'est quand même effectivement, comme tu disais, un beau tour de force déjà dans le côté adolescent, mais surtout dans le côté il passe de Coda à ça, tu vois, quelque part. Et à côté il avait Hellblazer. Il est quand même très polymorphe, et en général dans quasiment tout ce qu'il fait il est au moins un peu bon, si pas très bon, et là pour le coup on est quand même dans le très bon. Enfin, je verrais vraiment bien cette histoire-là être adaptée, par exemple, justement. Je pense que ça pourrait donner une bonne mini-série ou un bon film. Limite en tirant un peu, parce que quelque part. J'ai pas besoin d'être adapté quand c'est un bon matériel. Mais je trouve que tu vois, il y a des trucs qui sont pas forcément. Là, c'est compliqué sans spoiler, mais il y a des trucs qui sont pas forcément explicités autant qu'ils le pourraient. Mais on en reviendra peut-être un jour si on fera un podcast sur la bibliothèque de Shakespeare, mais. Pour moi, c'est juste déjà une très bonne histoire, et quelque part, je pense que ça peut effectivement parler à un très grand public, même si tu dis c'est compliqué à événementialiser. Franchement, tu sais, la fameuse phrase marketing, c'est un mélange de et de, bah là c'est un mélange de E.T. et Chronicle. Je pense que déjà tu dragues un public qui est assez large quand même. Ouais, mais après je suis pas forcément d'accord sur la enfin je sais pas trop qu'est-ce qu'on a reproché à la fin en l'occurrence, qui est quand même c'est sûr que, et sans révéler de quoi il s'agit, mais disons que c'est vrai qu'on a un titre qui est assez sombre, assez, comme tu dis, nihiliste, et qui offre quand même une sorte de message d'espoir sur le fait que grosso modo c'est ouais, ta vie adolescente vis là, quoi. En fait, grosso modo c'est quand même une sorte d'appel en fait à dépasser un petit peu ses problèmes et croquer la vie à plein dedans. Donc c'est très très naïf de le dire comme ça, c'est un peu plus profond dans l'expression. Mais par contre, tu vois, le seul truc que ça, moi, le réflexe que ça m'a donné, c'est que le message du coup de fin, j'étais genre ouais, de ouf, je suis carrément d'accord. Par contre, moi j'ai 30 ans, donc mon adolescence, c'est trop tard, quoi. c'est plus ça que tu vois que ça m'a fait un peu bizarre en me disant, bah ouais, j'aurais bien aimé lire ça quand j'avais 15 ans de moins, en fait. Clairement. Oui, mais parce que ça t'aurait parlé, justement, parce que tu te serais pas senti un peu insulté, en mode genre, il croit qu'il me connaît et tout, tu vois, j'en sais rien. C'est des BD qui sont écrites par des adultes, justement, parce qu'il y a ce regard rétrospectif sur le passé. Ce constat-là, tu peux l'avoir qu'en digérant ton expérience d'adolescent dans le temps, tu vois. Je pense que je pense vraiment que qu'à lire aussi en étant adolescent, ça peut t'apporter quelque chose. Après, tu vois, je pensais par exemple par rapport à la fin, le fait est quand même que tu as un personnage qui disparaît au début du volume, et que ceux qui sont encore là à la fin sont jamais inquiétés, incriminés, il n'y a pas forcément de sentence morale ou justification à cette disparition. Alors quelque part, on essaie d'humaniser ce personnage-là au fil du récit, tu vois, pour dire que en fait, tous les adolescents sont un petit peu, quelque part, d'une certaine façon, tous piégés par rapport à leur statut, et que certains s'expriment différemment, mais ils veulent juste tous être remarqués. Tu vois, c'est plus ça, moi, que j'aurais reproché, c'est le côté
cette ouverture vers l'espoir, je trouve qu'elle se fait ouais. Au détriment d'autres conséquences un petit peu à la façon d'un Man of Steel où après avoir brisé le cou de Zod, tu le voyais juste en train de faire des blagues sur le Kansas. Mais après tu peux faire la un scène débat, d'après, tu vois, c'est ça qui est intéressant, tu peux faire un débat sur le sujet. Mais en tout cas voilà, pour moi ça reste en tout cas une très bonne lecture et c'est vraiment très agréable de voir justement Wild Goose s'amuser avec les déformations, le côté un peu psychédélique qui va avec cette expression de l'horreur alien. Et ouais, non, c'est un très bon objet. Voilà. Très très bon design sur l'alien d'ailleurs de Wild Goose. Et puis j'insiste vraiment sur on n'y pense pas forcément, c'est pas forcément, mais vraiment l'utilisation de mots en tant qu'accompagnement d'un décor ou d'une expression de façon aussi visuelle. C'est assez rare en fait, je trouve, que pour que ça mérite d'être noté. Puis bon, le trait est vraiment très joli, quoi, clairement. Donc non, vraiment très très bonne lecture, très bon démarrage pour le iComics QV 2021. Bdé. Et voilà, Boom Studios qui continue d'asseoir. Alors c'est pas le titre le plus remarqué, peut-être parce que c'est une mini-série par rapport à d'autres comme Once and Future dont on a déjà parlé, de Faceless aussi qui a fait assez de bruit, qui lui est en 3 volumes techniquement, ou quel autre, ou We Only Find Them When They're Dead, et ce genre de choses. Alienated n'a pas forcément eu le même écho un petit peu par rapport aux autres, comme Chronicle quelque part, tu vois, ça a longtemps été un mais c'est parce que Chronicle c'était nul, oui. Ce que je veux dire, c'est que même le format même de l'histoire en fait appelle pas un succès. C'est un bon secret, si tu veux, de bouche à oreille, parce que c'est une série un peu intimiste par rapport justement à Coda, qui est vachement plus ample. Après, faut voir Coda comment ça s'est vendu, je ne le sais pas, mais ça a eu un prix, Coda, je crois. Coda, non, ça n'a pas eu de prix, c'est nommé au FIBD d'Angoulême, donc à voir si ça pourra avoir un impact positif sur les ventes. C'est pas forcément le cas tout le temps. Size Superior, mais clairement, voilà, vous pouvez lire du Size Superior, vous pouviez déjà le faire avant, vous pouvez le faire maintenant, et vous pourrez sûrement le faire encore après. Puisque pour l'instant, écoute, on est quand même sur une très bonne vibe. Mais je tiens à dire, le Size Superior des premières années, quand moi je l'avais découvert chez Vertigo et tout, c'était pas ce niveau-là. Hein. Vraiment, il a pris. C'était quoi ? Je sais plus, c'était une série de sortes de jeux télé de combattants futuristes, je crois. Je sais plus exactement comment ça s'appelait. C'était sur la fin de Vertigo déjà, et c'était un peu un reliquat de 2080, parce que justement, c'est un mec anglais qui vient de 2080 aussi. Mais il a vraiment pris en niveau depuis quelques années, c'est assez impressionnant justement. Je pense qu'il a profité un petit peu. Mais il a fait du 2080 en plus. Oui, c'est ce que je viens de dire, ouais. Parce que littéralement. Non, tu dis que c'était un reliquat. Non, je dis que c'est aussi un ancien de 2080, je voyais britannique. D'accord. Écoutez chez vous, vous verrez ensuite insulter. Je t'ai pas écouté, j'aime pas t'écouter. C'est la réponse C. Donc, ensuite. Non, j'essaie juste de retrouver de mémoire c'était quoi ce titre Vertigo, parce que je le vois très bien, qui avec un peu punk, un peu un peu tangirl dans le visuel. On voulait le faire sur DCP à l'époque et je t'avais dit que c'était pas ouf et qu'on avait effectivement. Écoute, très bien. Je vais continuer. Je vais chercher, vas-y, continue, je vais chercher. Par contre, non, c'est vrai qu'il avait fait Waivers, qui est chez Achilleos de mémoire, qui était une série un peu d'horreur dans un contexte de mafia. Ça aussi qui était très bien, c'était Motherland. Voilà, c'était Motherland, le titre de Vertigo. Oui. Et effectivement, t'avais quand même une esthétique Tangirl de ouf dessus. Mais oui, effectivement, il a pris du galon entre temps, il a pris du niveau, et ces derniers Wakanda, Waivers, Le Beffroi, Coda et donc Alienated, on vous les recommande chaudement. Et pour Alienated, il y a un lien de commande chez nos copains de Comic Zone dans la description du podcast si jamais vous voulez les soutenir et nous soutenir par la même occasion. Le deuxième titre que l'on abordera dans ce podcast, c'est assez particulier, puisque c'est pas du tout comme on l'avait fait avec Carmen dans un précédent Back Issues qui est sorti chez Dupuis. Là, on est avec une autrice qui a été publiée aux États-Unis à la base et qui nous arrive en français chez un éditeur qui n'est pas réputé pour faire du comics du tout, qui est Dargo. Alors bon, ça appartient à Média Participation, il y a Urban Comics juste à côté, ils occupent les mêmes locaux, et Dargo avait d'ailleurs fait le Batman de Marini. C'était une première collaboration avec DC Comics, vraiment en termes de production originale. Et donc là, ça s'appelle Tout ce qui reste de nous. C'est écrit et illustré par Rose-Marie Valero O'Connell, qui avait donc une autrice de bande dessinée qui a notamment gagné des prix pour Laura Dean, Keeps Breaking Up With Me en français. Mes ruptures avec Laura Dean. Avec de Mariko Tamaki au scénario. C'est ça, qui est donc publié chez Rue de Sèvres de mémoire. Et donc voilà, c'est une autrice qui est publiée en France également, mais pas du tout chez des éditeurs pour lesquels on a l'habitude de voir du comics en tant que tel, parce que c'est un format un peu particulier, parce que c'est... Alors je sais pas si aux États-Unis il faudrait que je me rappelle un peu, tu sais, chez qui ça a été publié initialement, c'est, je crois, c'est Shortbox.
Shortbox, Don't Go Without Me, Shortbox. Donc voilà, c'est pas un DT, c'est pas un Boom, c'est pas un IDW, c'est encore un autre éditeur qu'on n'a pas forcément dans dans notre ligne de mire forcément, puisque ça sort pas forcément dans les comic shops au format single issues. Tout ça pour dire que donc c'est arrivé chez Dargo, objet petite taille cartonné avec un très 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 bel effet de fabrication sur la couverture. Là, ces petits éclats dorés, je trouve ça très 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 beau. Corentin, bien entendu, sera négatif dans ce podcast par rapport à ça, puisqu'il a dit, je cite un texto, ouais, ces trucs de meufs là, c'est vraiment pas mon genre. C'est ça. Avant d'ajouter je suis mascu, lol, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit ça en ces termes-là. Exactement. Non, j'ai dit, je suis mascu. C'est comme ça. Voilà. Non, alors de quoi c'est un recueil de 3 histoires. Dans le registre science-fiction, donc 3 histoires courtes, hein, l'album n'est pas non plus ultra épais. Et alors grosso modo, la première histoire, c'est 2 amis qui en fait, on parle d'un endroit un peu imaginaire où si tu t'y places, tu peux te retrouver téléporté dans un autre monde. Et elle décide d'aller y faire un tir, sauf que quand elle se trouve déplacée, la nana en question va perdre son amie, elle va essayer de la chercher, et plus elle s'aventure dans ce monde et plus elle la recherche et plus elle dit en fait à quoi ressemble son ami, plus en fait elle perd ses souvenirs et elle commence à oublier en fait qui même elle recherche. Et donc le mood est un peu particulier, quoi. De toute façon c'est un ensemble de récits qui sont un petit peu tristes. Il y en a le deuxième en fait, c'est aussi très conceptuel. Ça parle en fait d'un vaisseau dont le moteur en fait fonctionne au souvenir d'une personne, et en fait il y a une explosion, et du coup qu'est-ce qui se passe en fait quand les souvenirs se retrouvent en fait explosés dans l'espace, avec une personne qui essaye de les retrouver, qui se balade en fait pas dans les mémoires de quelqu'un en étant à la recherche d'une personne. Et le troisième récit, là aussi, c'est plus dans la fable en fait, puisqu'on parle d'une fille géante qui doit se réveiller. On ne sait pas trop ce qui arrivera quand elle va se réveiller, mais on sait qu'elle est là. Et justement, c'est plus un récit fantastique qui avait une portée un petit peu plus écologique par ailleurs. Et ma foi, c'est hypnotisant. Ça va être très très compliqué de critiquer en fait sur le scénario, parce que nous c'est un peu l'approche qu'on a aussi, hein, notamment Corentin qui est un peu l'élitiste intellectuel de ce podcast, tandis que moi je suis la partie plus populaire, un peu moins un peu moins brillante, quoi, clairement. et alors c'est vrai qu'il y a un réel problème, un écueil à ces récits, c'est que il n'y a pas vraiment de chute. C'est un peu comme Jean-Michel Pachut dans les sketchs de KDO. Mais en vrai, c'est des histoires qui t'emmènent dans un univers, qui arrivent à te happer vraiment, qui arrivent à te balancer des concepts, et tu sais pas trop non plus où donc Rosemary voulait vraiment aller dans ce qu'elle avait raconté. T'as l'impression que c'est plus des propositions plutôt que des histoires en tant que telles, et ça je sais que ça peut freiner, ça pourra freiner pas mal de gens. Ça j'ai aucun souci à le concevoir. Malgré tout, les univers sont variés, c'est vraiment riche en termes de science-fiction, et ça change un petit peu, si tu veux, d'une science-fiction plus réaliste ou plus abrupte, tu vois, plus sombre, où là on est vraiment dans le rêve, dans l'imagination, dans l'émerveillement. Et surtout, par contre, alors Corentin n'est pas d'accord avec moi, mais moi je trouve ça ouf comment c'est beau. C'est un trait qui est je sais pas comment on décrit ça, et j'ai pas envie d'utiliser des formules pour me rapporter un peu au genre féminin, parce que ce serait sexiste de le formuler comme ça. Mais il y a le dessin, c'est détaillé, il y a un effort dans la composition, dans les effets de tout, dès que ce soit des vêtements, des cheveux qui s'entremêlent en fait entre les pages. C'est vraiment brillant en fait en termes de composition artistique. C'est personnellement un style qui me parle, et puis surtout c'est des personnages qui sont ultra émotifs, qui véhiculent clairement les émotions. Et voilà, pour moi c'était vraiment un recueil qui m'intriguait. Alors j'ai pas lu encore mes ruptures avec Laura Dean, qui a gagné un Eisner Award, et donc je ne sais pas, plusieurs. J'avais vu des planches, et je trouvais ça effectivement très joli. Donc là Rosemary Valero O'Connell, peut-être moins forte quand il s'agit de raconter l'histoire, mais par contre en illustratrice elle déboîte tout, et puis un superbe travail de fab de Dargo pour l'objet bouquin, quoi. Donc je pense que si vous aimez un peu vous perdre, clairement, mais pas que ce soit négatif forcément, c'est un livre que je vous recommande si vous partagez certaines sensibilités avec les miennes, puisque à présent on va passer à un truc un peu plus bas du front avec Corentin, un peu plus mascu aussi, clairement. Ça te parlera,
Corentin, je bien pense. les muscles, moi, il Ce genre. bien les muscles, il flingue. Ouais, c'est Les ça. voitures qui vont vite et des coups de pied sautés. Ok, bah écoute, merci Corentin pour cette. Voilà, Tu vois, je suis pas élitiste en fait. Non, pas du tout. En fait, hein, ouais, t'es pas plus intelligent qu'un autre. Bref, tous ceux qui restent de nous, donc Par c'est. contre, je tiens à dire, je trouve pas ça moche. Je dis juste que la colo me plaît pas. C'est pas pareil. Ah, c'est la colo qui te plaisait Oui, pas. c'est l'espèce de truc en deux teintes, ça me. Ouais, c'est ça. J'y arrive pas moi. Bah, tu sais, c'est un peu comme certains récits, mais c'est pour ça que c'est aussi un petit peu, je dirais, que ça pourrait avoir un peu une empreinte un peu jeunesse, parce que effectivement, t'as ce genre de choses. De toute façon, ouais. Le Ça fait format même fait très BD ado quoi. Ouais, bah après, ça serait plus en souple si tu voulais vraiment le faire en BD ado. Je pense que tu le fais en souple pour faire un peu, tu sais, comme les formats Urban Link par exemple, où tu avais les histoires notamment de Raven, même Harley Quinn, Breaking Glass, qui utilise aussi une mise en couleur très bichromatique. Je sais pas comment tu voudrais dire. Bichromatique. Ouais, c'est ça. Donc ça se rapproche un petit peu de ça. Monochromatique, par Mais moment. bon, je t'avoue que pour de la jeunesse, c'est quand même. Alors, je vais pas dire que j'étais trop bête pour le comprendre, mais c'est quand même un certain niveau. Ça te demande quand même un certain engagement intellectuel et un certain. Il faut un gros cerveau. Enfin, un gros cerveau, ouais, c'est Gros ça. cerveau. Non, mais j'aime pas. Non, mais je sais pas comment le dire, tu vois, parce que ça fait vraiment, tu sais, les. Intelligent, tu peux dire que c'est intelligent. Ouais, bah c'est Voilà. c'est intelligent. Non, mais tu sais, parce qu'il y a des gens qui font genre, ouais, c'est à l'époque de la sortie de Tenet, t'avais quand même tous les gros cerveaux, justement, du cinéma qui faisaient, ouais, c'est tellement complexe, hein, faut le regarder 5 fois pour bien avoir pigé, tout ça, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Donc, j'ai pas envie de donner cette image-là non plus dans le podcast. Enfin, bref, voilà, c'est très bonne lecture. Tu veux dire que du coup, la BD est incohérente? Hein? Parce que Tenet n'est pas cohérent. Ah oui, mais ça c'est un autre. Non, la BD elle est cohérente dans ce qu'elle propose. Par contre, c'est juste que. J'ai envie de faire chier les fans de Tenet là, c'est tout. D'accord. Voilà. Bah écoute, super, bravo. Merci. C'est chez moi qui vont venir sonner après, ça fait plaisir. Bref, donc tout ce qui reste de nous, 16,50€ chez Dargo. Je recommande aussi. En général, de toute façon, on parle de bouquins qu'on a envie de vous recommander. Mais donc voilà, vous êtes avertis sur les écueils un petit peu. Un homme averti en vaut deux. Et donc, du coup, on vient de doubler l'audience du podcast d'un coup. C'est quand même assez incroyable. Corentin, la suite, Oui. c'est voilà, on passe du coq à l'âne comme on l'avait fait dans le dernier Back Issues VF. Donc là, on était vraiment dans un truc posé, SF, très joli à regarder, très mignon. Et là, on part vers tout les ça. saucisses. Et là, on va aller à l'autre bout de la BD française. Mais c'est aussi une production française. Alors pour le coup, enfin, on est toujours dans de la VF et on est là dans de la production française avec Doggy Bags One Shot Trench Foot. Donc c'est écrit par Mud et c'est dessiné par Nicolas Ghisalberti qui habite à Strasbourg. Et ça, je pense que c'est quand même incroyable et il faut le mentionner. C'est important. Et de quoi ça parle? Je crois que ça parle un peu de redneck, ça parle un peu d'Amérique white trash, ça parle effectivement de bouseux, c'est ultra violent. Pas de l'électorat de Donald Trump. C'est nihiliste de ouf. Qu'est-ce que c'est alors? Alors ça parle de... C'est une journée dans la vie d'un loser, grosso modo. C'est Sid, il s'appelle. Sid Widow, effectivement. Ou Widow, je ne sais pas. Non, Widow. Donc en l'occurrence, c'est comme Black Widow, c'est le même nom, quoi. Donc en l'occurrence, c'est un personnage qui... J'ai même pas fait de blague, j'ai juste expliqué la prononciation. En fait, après, tu dis que c'est moi qui te coupe la parole, tu vois, dans les podcasts. Oui. Que du coup, je te fais perdre le fil. Non. Et tu fais exactement l'inverse avec moi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai en plus. Donc, Sid Widow. Yes. Je peux? Vas-y, tu peux. Ok. Donc, effectivement, un gros bourrin, qui est le fils d'un gros bourrin, dans une ville de gros bourrins. Je sais pas exactement dans quel état ça se situe, mais donc ça se passe dans la ville de Trenchfoot. Qui d'entrée de jeu prend un apparat très série B, même série Z, avec cette espèce de référent historique aux soldats de la Première Guerre mondiale qui se faisaient amputer des deux jambes. C'est Doggy Bags aussi, donc l'esprit série Z. Voilà. Un chirurgien qui justement était connu pour ça, aurait fondé cette ville, et voilà, cette ville qui ressemble beaucoup à celle de Southern Bastards, pour ceux qui connaissent, de Jason Aaron, voire même plus généralement effectivement aux BD Doggy Bags en général, qui ont toujours eu cette espèce de fascination un petit peu morbide pour les rednecks. Et Mud particulièrement, puisqu'il avait commencé dans le Doggy Bags présente Beware the Rednecks, je crois, qui était sorti il y a 2 ans maintenant, où il avait déjà fait donc une histoire là-dessus, vraiment sur cette thématique, où c'était en gros, tu voyais trois bouseux dans un cabanon, et qui étaient coincés là avec un mec qui était attaché dehors, avec qui ils avaient des risques, quoi. Et grosso modo, on découvrait flashback comment ils s'étaient retrouvés là, et en gros, ils étaient
tous plus pourris les uns que les autres à se faire des crasses dégueulasses. Au final, tout le monde crève et c'était assez brutal. Et Mud, il était aussi sur l'histoire Tool de Doggy Bags numéro 16, dont on avait parlé au tout début du lancement de First Print. Cette histoire aussi où c'est avec les pétards qui parlent. Voilà, c'est ça. Où Avec les flingues qui c'est parlent. une histoire de tuerie de masse, mais qui est racontée du point de vue des flingues. C'était mortel, c'était vraiment trop bien. Mais donc tu vois cette thématique du redneck, cette fascination pour cette Amérique rurale, un peu, cette Amérique désenchantée et white trash, hein, vraiment qu'on appelle comme ça. Mud, il la travaille déjà depuis quelques numéros. Bien donc, sûr, voilà. même pas que ça. Run, de toute façon, historiquement, même la série Mutafukaz en soi, dans chaque volume, il y a justement une sorte de micro-culture. C'est cette espèce d'amour en fait pour les sous-cultures et qui justement peut appeler à une iconographie qui est très stéréotypée, qui est très comment dirais-je, caricaturale. Mais qui aussi, comme c'est toujours des artistes très, très talentueux, a poussé à son maximum, tu vois. C'est toujours une sorte de version un peu maximaliste des stéréotypes de telle ou telle patrie, tu vois. Par exemple, dans Mutafukas, t'as les luchadors, t'as les yakuza, t'as les bloods, etc. Donc là, en l'occurrence, effectivement, donc Sid Widow qui va essayer, grosso modo, de gagner son pain dans des combats de chiens au cœur d'une ville qui évoque effectivement voilà, les True Blood, Longmire éventuellement, quoique Longmire c'est peut-être plus contemplatif, pacifique, peut-être plus Justified, voilà, si vous voyez un petit peu cette espèce de version redneck des bouseux qui tapent dans la méthamphétamine parce que la coke coûte trop cher et ils ont tous des 3-4 prénoms, genre James Earl Jones, très mauvais exemple, excusez-moi, je vous respecte James Earl Jones évidemment, mais voilà, ou Billy Bob Dean, tu vois, voilà, etc. Donc là, en l'occurrence, effectivement, ce personnage-là, on sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop ce qu'il fait, on sait juste que c'est un bouseux, que c'est un raté, que c'est un raciste aussi. Il va recueillir un chien pour participer à un combat, il va gagner, il va se retrouver pris dans les emmerdes. Il est amoureux, plus ou moins, d'une prostituée avec un peacemaker. Enfin, c'est très fataliste, c'est très dépouillé. Il y a vraiment un côté frère Cohen dans le fait que la vie soit une sorte de boucle et qu'il n'y ait pas d'échappatoire dans un système, dans un milieu qui est rigide comme celui-là. Parce que c'est-à-dire que Sid Widow a l'occasion de quitter ce système, mais il ne le fait pas parce que juste il est à l'aise dans son environnement. C'est comme il le dit lui-même, voilà, c'est ça. Quand tu connais que la boue et que tu as l'habitude de ramper, bah t'as pas forcément le réflexe de te mettre debout. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'est vraiment très joli. Je me suis posé la question d'ailleurs même que est-ce que l'artiste en question n'était pas ancré par Run, parce qu'il y a vraiment une proximité de trait qui est assez phénoménale. Si vous voyez justement ce qu'avait fait Run dans les premiers Doggy Bags sur ce côté, il y avait une histoire notamment qui se passait sur une station-service où un mec était enchaîné à un flic et qui traversait le désert avec lui. C'est vraiment ce genre de trait avec des yeux hyper expressifs qui bouffent tout le visage, des flingues qui pétaradent, des bagnoles tout le temps, des courses-poursuites. Des vestes hyper stylisées, des tatouages partout, un jeu sur les éclairages aussi, sur la musique. Dans celui-là aussi, il y a beaucoup de morceaux qui passent et la radio, entre guillemets, imprime ces morceaux en lettrage. Donc il y a du Dr. Dre d'ailleurs dans cette BD, ça c'est intéressant. Et voilà, c'est vraiment ce côté. C'est comme si les frères Cohen s'étaient dit faisons les Win Davis et allons le faire au sud du Kansas, tu vois, grosso modo, ou dans le Tennessee, dans les régions où les mecs fabriquent leur alcool et se tirent dessus à coups de vieux fusils à canoncier. Et bah, c'est génial, en fait, simplement parce que, comme d'habitude, c'est hyper entier, c'est hyper authentique, ça part carrément dans l'hommage complètement assumé, parce que à un moment, t'as un personnage qui ressemble beaucoup à cette gueule cassée qui avait fait les Goonies, notamment. Je sais pas si tu vois le grand acteur qui a une tronche pas possible, qui est une tête très connue du cinéma de série B, qui est quasiment dessiné dans le volume. T'as aussi, à un moment donné, Sid regarde le Toxic Avenger à la télé. T'as le porte-monnaie de Jules dans Pulp Fiction. Et puis t'as évidemment une scène de slasher qui assume complètement d'être une scène de slasher. Qui a presque rien à foutre là, mais qui a rien à foutre là, qui est ok, complètement on y gratos. va. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est rigolo parce que tu vois en fait la journée d'un loser en fait. C'est-à-dire que on pourrait croire que si tu veux, il y a un début et une fin. C'est pas vrai. C'est à la fin, ça reboucle sur le début. Rien n'a changé pour lui, à part qu'il a plus tel ou tel personnage parce que quelqu'un s'est fait défourailler et qu'il a une meilleure bagnole, grosso modo. C'est vraiment ce côté pas d'échappatoire, pas de porte de sortie. Et tout ce qu'on va te montrer, en fait, c'est juste des espèces de dérivations, de circonvolutions de tous ces losers qui habitent au même endroit et qui ont l'habitude de cette merde et qui, juste pour eux, c'est le quotidien, en fait. Les flingues, la drogue, les coups de poing dans la gueule, c'est le quotidien. Et justement, tu vois, cette scène de slasher, tu te dirais, bah voilà, ça va être le méchant du volume qui va aller s'en prendre acide, ça va finir sur une grande explosion et tout. Non, pas du tout. C'est vraiment juste de la séquence, tu vois, exactement comme justement une série comme Fargo, par exemple, qui aime bien jouer avec ces espèces de fausses pistes, tu vois, de ce côté, est-ce que c'est là qu'il va prendre cette sortie-là ? Non.
Et du coup, le scénario est assez fataliste, assez déprimant. Mais il est porté par cet esprit qui est super authentique, quoi. Le héros, il est raciste et on te le dit. Il n'y a pas de non, il est sympa. Le héros n'est pas sympa. Le héros est une ordure. Il est impossible à aimer. Et pourtant, t'as quand même un passage où, mais vraiment c'est un moment fugace où tu sens qu'il y a quand même quelque chose derrière. Enfin, disons que juste que ce personnage est détestable au possible. En fait, Dans peut-être le câlin, tu penses? ouais, c'est ça, mais peut-être qu'à un moment, c'était, ou plutôt sa réaction par rapport à ce que lui dit la personne avant qu'il y ait ce câlin, tu vois. Ouais, tu dis, en fait, ouais, après, voilà, il est le produit d'un ensemble de facteurs, quoi, mais à la base, c'était quand même sûrement un gamin, et voilà, qui a juste très mal évolué. Oui, il y a un truc par rapport à sa daronne, notamment, mais. Enfin, moi, j'ai envie de dire grosso modo que, là encore une fois, si je devais prendre des comparatifs, voilà, c'est vraiment ce côté, la boucle temporelle à la Big Lebowski, sauf que tu remplaces Los Angeles par un territoire de polar moderne, de western moderne, où en fait c'est que des gueules cassées, c'est que des porte-flingues, c'est que des rednecks bouseux, des drapeaux confédérés et compagnie. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est problématique, mais c'est un travail qui est assumé en tant qu'exercice de style, qu'hommage à une culture certes intolérante, mais qui justement a l'intérêt d'avoir cette espèce de mise en image, de mise en couleur. À aucun moment on prend parti pour les personnages principaux. Et c'est ce côté fataliste, déprimé, sombre et surtout ultra violent, parce que c'est quand même ultra violent, qui fait l'intérêt du titre. Enfin, c'est vraiment une plongée dans justement une sous-culture qui est quand même, mine de rien, assez souvent exploitée. Je veux dire, l'Amérique aime beaucoup aller chercher, entre guillemets, dans ces espèces de reliquats de héros de western. Justified, c'est ça, tu vois. Justified, c'est un flic à chapeau, avec un impère qui va défourailler des rednecks bouseux nazis, etc., dans le sud des États-Unis, dans le Kentucky, je crois. Et là, c'est pareil, sauf que justement, la différence, c'est qu'en bande dessinée, tu as des artistes aussi talentueux que ceux de 619 qui s'y attaquent, et enfin, c'est juste magnifique, quoi. Pour le coup, il y a rien à dire, tu vois. Alors, on peut ne pas aimer, on peut trouver que le côté un peu amalgame de comics, de manga, de franco-belge, etc., ça peut te déplaire, hein. Évidemment, c'est une question de goût. Mais en l'occurrence, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça. Chaque fois que je dis du 119, de toute façon, je me dis, mais pourquoi ces mecs-là sont pas plus connus? Pourquoi ça grippe pas comme ça auprès du grand public? Parce que ça reste du genre et que Trench Foot, c'est pas un truc que tu mets dans toutes les mains. C'est quand même ultra violent, c'est ultra graphique. C'est quand même un personnage qui est détestable. C'est raciste, sexiste, machin. Ça veut pas dire que le propos l'est, tu vois, mais ça dépeint des personnages qui sont quand même vraiment pas appréciables. Et tout le monde, en fait, aime pas trop non plus ce genre de truc désespéré. Ouais, je suis qu'à moitié d'accord. Et white trash, tu vois, ça intéresse pas. Tu prends dans le jeu vidéo, par exemple. Ouais, mais c'est comme dans le genre. Enfin, le genre, même, tu vois, dans le cinéma, ça a beau regorger de très chouettes trucs, c'est pas le truc mainstream. Tarantino, quoi. Ça va, tu vois, ça ouais, attends, et on est quand même à un autre degré. Il y a un Tarantino pour un Tarantino parce que beaucoup de gens ont décidé de se branler sur Tarantino aussi, tu vois. Mais là, on est quand même plus sur, enfin, dans le registre du genre, on est vachement plus loin que du Tarantino. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je voulais dire, c'est que d'ailleurs, c'est assez amusant. 619 fait très rarement de l'exploitation années 80 cyberpunk, tu vois. Par exemple, c'est pas trop. En tout cas, dans les Doggy Bags, c'est pas trop de la science-fiction à la Blade Runner. Mais typiquement, tu prends dans le jeu vidéo, on a l'habitude d'avoir des jeux qui, si tu veux, prennent les stéréotypes des années 80 pour les mettre en mouvement dans une sorte de grande parodie ultra maximaliste, comme ça aussi, qui joue à fond avec les clichés et qui les rend cool. Tu vois, Blood Dragon, c'était ça, par exemple. Quelque part, Hotline Miami avait un petit peu fait ça aussi. Moi, je me dis justement pour ce public qui aime bien en fait les visions un peu over the top d'une sous-culture qu'on connaît tous en fait, tu vois, parce qu'on l'a déjà tous croisé quelque part, ou alors c'est même l'idée qu'on s'en fait. Il y a quand même peu de BD qui ont cette espèce d'apport graphique extraordinaire sur justement cette espèce de lecture ultra vénère et sans compromis d'une iconographie particulière, tu vois. Et moi, je trouve que ça devrait être entre les mains de plus de gens. Comme tu dis, effectivement, c'est des thèmes particuliers. Mais même moi, tu vois, ça me donnerait envie en fait de me documenter, de lire, enfin de voir plus de séries B, tu vois, de vraies séries B, parce que Run, c'est une énorme armoire VHS qui a vu toutes les séries B et Z de l'univers. Si ça peut aider, si tu veux, à ouvrir les portes des gens sur ce côté un petit peu, ouais, les trucs qui sont vraiment à la marge, quoi. Les trucs qui sont surtout pas des trucs mainstream, qui ont vraiment en fait pas l'envie de plaire au grand public. Et du coup, bah, le piège, c'est qu'ils ne plaisent pas au grand public. Pour moi, ça devrait être plus populaire en fait. Juste, ne serait-ce parce que les dessinateurs sont des putains de brutasses, quoi. Et en plus, il vient de Strasbourg. Oh là là, il habite à Strasbourg. Voilà. Et ça, c'est quand même, je pense que ça restera l'argument de vente principal de Trench Foot quand même. Bien sûr. Voilà. Ils en avaient fait aussi sur le Ku Klux Klan de Doggy Bags, je crois. Oui, il y avait une thématique là-dessus, ouais, effectivement. J'ai la couverture en tête où tu vois les mecs en
Ouais. Chapeau pointu. Et celui aussi avec les gangs de South Central aussi. Enfin, c'est génial. South Lisez Central Doggy Story, Bags, achetez Doggy Bags, votez Doggy Bags. Voilà, donc Voilà. un album cartonné, du coup, vu que c'est 619, c'est 14,90 €, donc là encore, une politique tarifaire assez agressive, et qui est donc chouette pour les lecteurs et les lectrices. On passe à la suite, Corentin. Oui. Et qu'est-ce que c'est la suite ? Mais du coup, t'as pas glissé American Flag ? Non, Ok, donc ça dans on ce en cas-là, parlera plus tard. C'est Moby Dick de oui. Bill Sienkiewicz. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est Moby Dick ? Moby Dick, c'est un roman de Melville. Herman Melville, effectivement, qui parle d'un personnage sans background qui s'appelle Ismaël, qui monte à bord d'un bateau dirigé par le capitaine Ahab, ou Achab, ou Akab, selon les profs de français, qui lui est obsédé par une baleine blanche qui lui aurait bouffé un membre de son anatomie. Elle lui aurait pas bouffé, elle lui a bouffé parce qu'il a plus cette... Oui, mais tu vois, est-ce que Moby Dick existe et compagnie, enfin c'est tout le débat, etc. Et en fait, voilà, c'est une grande allégorie de la quête du sens, de la quête du divin, de la quête du miraculeux, vécu par les yeux d'un protagoniste qui est juste là pour être le narrateur, et un personnage principal qui, entre guillemets, défie la nature, qui va être du coup une immense baleine blanche, avec des dents, donc un cachalot, voilà, soyons mythique, corrects. qui évoque aussi le Léviathan, etc. Enfin, ça, je vais pas faire un cours d'analyse littéraire sur Moby Dick, mais donc c'est un roman très connu. En fait, si. non. Si, Corentin. Non, pitié, non, c'est bon, j'ai eu mes cours de fac, laissez-moi tranquille maintenant. Mais donc voilà, donc là en l'occurrence, Bill Sienkiewicz qui avait adapté cette histoire en roman graphique, un petit roman graphique de 80 pages, qui est très littéraire, hein, c'est vraiment, on est vraiment très proche de la mise en image en fait de texte avec d'énormes cases de narration qui sont en fait le texte de Melville transposé. Et voilà, donc ça a l'intérêt principal d'être illustré par Bill Sienkiewicz, qui est l'un des plus grands artistes de l'industrie, faut-il le rappeler, qui a fait Electra Assassin, qui a fait beaucoup de choses, on va dire, voilà, qui est aussi un encreur, qui a ancré Dennis Cowan pendant toute sa vie, etc. Si on devait le résumer, évidemment ça plaira pas à ceux qui n'aiment pas Moby Dick, mais c'est une façon intéressante de redécouvrir. Ça plaira pas aussi à ceux qui n'aiment pas le style de Sienkiewicz, parce que là on est dans... Existe-t-il seulement ces gens-là ? C'est une approche très expressionniste, du coup, qui est là plus pour mettre en image tout autant des sentiments que vraiment des choses qui se passent. Il y a une absence, tu veux, de réel découpage forcément sur les formes. Comment tu répètes ma définition d'expressionniste. Yes, mais j'apprends à bien mettre en forme ce que j'ai ressenti, en fait, parce que tu disais que c'était notamment quelque chose qui permettait de mettre les sentiments en avant par l'image, et c'est exactement ça que tu ressens, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une forme de noirceur, en fait, réellement, où tu ressens, si tu veux, un peu l'âpreté du combat du Captain Achab et de sa quête. En fait, il y a vraiment toute une imagerie biblique, justement, un peu du rapport de force du mal contre le bien, où est-ce que Moby Dick est un peu un mal, on va dire, naturel, contre Achab, qui serait en fait lui-même possédé par le mal, et qui, tu sais pas vraiment sur quel tableau jongler. Et les dessins de Sienkiewicz là-dessus sont formidables, pour mettre en avant ces idées, pour mettre en avant un peu l'ésotérisme de ce récit, en fait, la dimension qui échappe à la simple approche naturaliste, peut-être, que tu retrouveras plus dans le bouquin, où tu avais beaucoup plus de passages sur la description de ce que c'est en fait la pêche à la baleine, et ça c'est rappelé même en préface de mémoire. Là c'est plus vraiment c'est un affrontement, vraiment, c'est David contre Goliath, mais pas forcément dans cette imagerie totale, quoi. Et c'est hyper beau. De toute façon, enfin, effectivement, faut apprécier. Si vous êtes fan de Sienkiewicz, de Dave McKean, ce genre de choses, ça va vous frapper les rétines. Et donc, c'est un vieux travail, hein. C'est sorti il y a bien des années, je crois dans les années 90. Mais du coup, là, il y a une nouvelle édition qui s'est offerte chez Delcourt. Et ma foi, c'est un très très joli album, Corentin. Oui, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Effectivement, c'est très autosuffisant. Et c'est une façon, encore une fois, de redécouvrir Moby Dick pour ceux qui peut-être seraient allergiques à la lecture sans images. C'est long, hein. C'est long, et en fait, c'est très long à lire, mais après, si tu connais le texte et que tu veux juste voir l'apport des images, en l'occurrence, c'est pas si long que ça. Oui. Non, mais après, c'est juste que de mémoire, Moby Dick, tu sais, il y a quelque chose de fascinant où on te vend quand même toujours Moby Dick comme l'affrontement contre cette baleine géante, mais qui n'arrive que tout à la fin, et t'as quand même c'est long, c'est très long de l'avoir. Quelque part, ça se retrouve aussi dans le bouquin au final, mais le payoff est... Tout à fait, ouais. Il est là, quoi. Après, voilà, pour ceux qui voient pas Sienkiewicz, donc tu parlais de Dave McKean, effectivement, qui est probablement celui qui s'en rapproche le plus. Donc c'est pas des structures très réalistes, on n'est pas du tout dans la BD d'adaptation comme a pu le faire par exemple Ian Culbard avec les œuvres de Lovecraft, qui étaient vraiment plus de la ligne claire, etc.
Là, c'est plus une sorte de peinture de l'horreur qui évoque beaucoup le travail de Francis Bacon, notamment. Ouais, putain, ouais. Pour les éclairages et les structures et les couleurs aussi, beaucoup, les espèces de couleurs un peu chères, un peu rouges, vifs. Qui font disparaître un peu l'être humain, en fait. Tu vois, Oui, tout même à quand fait, ça dépeint des personnages, ça devient déforme, il y a quelque chose de plus inquiétant. Tout à fait. Et oui, voilà. Puis donc, c'est effectivement expressionniste. Même, c'est presque de l'expressionnisme allemand de l'entre-deux-guerres, dans ce côté justement Caligari, dans ce côté Fritz Lang, dans ce côté vraiment les éclairages donnent les structures qui sont généralement assez cassées. Il y a quelques pages qui font réaliste où tu vois des personnages en pied et tout, mais même les baleines elles-mêmes, justement, c'est des monstres, c'est des léviathans, c'est des kaiju, tu vois, limite, quoi, ou des démons. Et là, pour le coup, on perd un peu la dimension que je sais pas, elle avait pu mettre en avant Ron Howard, par exemple, dans son film Au cœur de l'océan. Qui est une sorte de version plus réaliste de l'histoire de Moby Dick, dans lequel on suit justement l'histoire de Melville sur un baleinier, enfin Ismaël sur un baleinier, où là pour le coup voilà, le côté écologie etc passe un peu à la trappe, c'est vraiment comme tu dis plus l'allégorie du combat qui prédomine. Mais voilà, si vous aimez Sienkiewicz, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Et effectivement, je ne savais pas qu'il avait fait ça. C'est Arnaud qui me l'a appris pour préparer ce podcast, et quelque part, je suis ravi d'avoir un nouveau Sienkiewicz à redécouvrir en 2021. Mais c'est cool, c'est édité chez qui ? Delcourt, c'est Delcourt. Bah, merci Delcourt pour cette petite pépite. Yes, et donc ça coûte pas bien cher non plus, c'est à 14,95 €. Par contre, là, je suis obligé de le dire quand même, c'est effectivement peut-être un peu de la BD d'élitiste, au sens où vraiment, c'est pas un truc que t'offrirais à ton petit cousin ou ta petite cousine de 14 ans qui aime bien Dragon Ball et Tortue Ninja. Sans vouloir être élitiste. C'est exigeant, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est exigeant. Effectivement, c'est pas une première BD à te mettre entre toutes les mains. Mais en même temps, j'allais dire, même en termes de littérature, Melville, c'est pas non plus le plus accessible. Oui, tu commences pas quand il y tu a un dis. film Disney quand même, je crois, sur Moby Dick. Oui, non, mais parce que l'histoire est pas si simple. L'histoire est simple à retransposer et à simplifier, si tu veux, parce qu'il y a plusieurs angles d'ailleurs par lesquels prendre cette histoire. Mais grosso modo, si tu dis un jour, je sais pas, même quand t'es jeune et que tu commences à apprendre à lire, même quand t'as un certain âge et que tu veux lire des romans, c'est peut-être pas par Moby Dick que tu vas commencer tout de suite. Ça risque un peu de te décourager quand même, tu vois. Ouais. C'est que moi, je l'ai lu étant trop jeune pour vraiment bien saisir toute la portée de ce texte. Je devais avoir 10 ans, tu vois. Ça t'a découragé. Et non, ça m'a pas découragé parce que je suis allé au bout, mais je sais que je comprenais pas tout forcément et que putain, c'était long quand même. La baleine, elle venait quand, tu sais, il y avait moi, j'avais vu, c'était la couverture, je sais plus quelle édition c'était, mais il y avait la baleine dessus, géante. Et moi, je me disais, chouette, des monstres, quoi, tu vois, c'était un truc. Et bah, en fait, non. Un kaiju, Godzilla. C'est un peu plus long, hein, c'est un petit peu plus long quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? La suite, effectivement, parce qu'on va rester chez Delcourt, mais on aborde ici le 4e tome de Oblivion Song de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici, donc un titre de SF. Là, donc le 4e tome, c'est les numéros 18 à 24, si je ne me trompe pas. 1, 6, 12... Oui, c'est ça, oui. 6, 12, 12, 18, 13, 18 et donc 19 à 24 plutôt. Ça, ouais. Et ma foi, encore un nouvel an. Je crois que j'avais déjà parlé de Oblivion Song dans de vieux podcasts, peut-être à l'époque sur Comics Blog, je pense. Où en fait, vraiment, le concept de base, c'est donc un beau jour, en fait. Après un accident scientifique, une partie de la ville de Philadelphie a été transportée dans un autre monde et des années plus tard, en fait, le chercheur qui, à la cause de tout ça, a réussi à mettre au point une machine qui parlait de se déplacer dans cette autre dimension qui est l'Oblivion, donc une dimension fantaisiste SF, quoi, vraiment, peuplée de créatures monstrueuses. Et en fait qu'on ne demande qu'à découvrir, puisque justement en fait c'est une série d'abord en fait on te mettait face un peu à l'inconnu, à la paix, et aussi face au traumatisme, parce qu'il y avait quand même toute une partie de la ville qui avait disparu, et Kirkman dans un premier temps s'attachait à montrer comment les gens essayaient de surpasser en fait la perte de ceux qui avaient vécu en se disant qu'ils étaient morts. On apprenait finalement que non, il y avait des gens qui avaient réussi à survivre là-bas, notamment le frère du personnage principal, Nathan, qui était donc responsable de l'accident en premier lieu. Et petit à petit en fait ce sont donc deux dimensions qui sont qui sont pas sur la même fréquence, mais disons qu'à un endroit, disons que tu peux utiliser une cartographie et savoir qu'en se déplaçant à un endroit de la ville, tu vas atterrir à cet autre endroit dans la dimension de l'Oblivion.
Et se mettait en place des allées et venues pour à la fois aider ceux qui veulent s'en sortir à revenir sur Terre, et au contraire, sinon, d'autres qui ont envie de s'échapper pour reconstruire une autre vie là-bas, puisque c'est un monde qui ne répond pas du tout aux mêmes obligations, notamment aux mêmes obligations d'une société moderne où le travail, enfin voilà, tu as plein de contraintes et certaines personnes en fait ont envie de s'enfuir de ça. Donc tu avais vraiment, et surtout, Oblivion Song, donc c'était un arc, une thématique un petit peu, tu vois, il y avait d'abord la culpabilité et la découverte. Tu avais aussi un affrontement en fait entre les deux frères, avec celui qui était resté sur Terre, celui qui était dans l'autre monde, et donc qui opposait deux visions de la vie. Et tu avais le troisième axe qui commençait un peu à développer, le troisième tome, pardon, qui développait plus cet univers, avec notamment la question de personnages qu'on appelle les sans-visages, les Faceless Men en VO, une peuplade un peu inquiétante qui, elle, par contre, capture les humains qui sont dans l'Oblivion. Et donc, c'est vraiment ce tome-là, c'est vraiment c'est un peu le tome de l'affrontement, on va dire, où vraiment on explore plus ce que sont les Faceless Men, les sans-visages, ce qu'ils veulent, comment ils fonctionnent, et où donc va se mettre un peu une forme de mission de sauvetage de ceux qui ont été capturés. Corentin, qu'as-tu pensé de ce quatrième volume, toi qui n'es peut-être pas le plus grand fan de Oblivion Song de mémoire? En tout cas, tu étais moins emballé que moi par la proposition. C'est intéressant le découpage que tu fais, puisque effectivement, moi j'ai bien aimé le début en fait. Enfin, au départ, si tu veux, le problème c'est que je connais maintenant, c'est un peu comme Mark Millar, tu vois, tu connais Mark Kirkman et tu sais quelque part quand il fait un projet comme ça, il a forcément dans un coin de sa tête l'idée que ça pourrait faire ci, ça pourrait faire ça dans un autre média. En l'occurrence, je trouvais vraiment que la proposition du Oblivion Song original était sympathique. Après, j'étais pas autant accroché au personnage que j'ai pu l'être pour Invincible ou pour Walking Dead. Je crois que c'est un peu le problème de la série, c'est que les héros manquent de corps en fait. Et tu parlais de ces motifs, effectivement, Nathan, le scientifique, qui ont au départ d'ailleurs pas forcément d'une mauvaise intention, mais même il y avait des trucs connus, comme le fait que il y a ce rapport au couple, par exemple, qui est très important dans l'œuvre de Kirkman, ce rapport aux militaires aussi, qui justement est très évocateur quand on a lu Invincible, quand on a lu Walking Dead, et qui là pour le coup était vachement plus atténué. Enfin, le militaire est pas du tout le méchant, ça peut paraître comme ça au premier abord, mais en fait non. Et à mesure que la série a avancé, je me demandais un petit peu où est-ce qu'il voulait en venir en fait. Parce qu'une fois que tu as posé le concept et tu as posé le gimmick, comme tu disais, du déplacement dimensionnel, c'est ce reste, voilà, t'as Pandora d'un côté, on va dire, ou enfin, remplacer ça par la planète que vous voulez de fiction. Et de l'autre, tu as une Terre qui justement commence à être en paix avec l'idée que voilà, ce traumatisme-là est arrivé, ça a pu être un vrai problème. T'as même des gens qui traversent, qui viennent du groupe des survivants et qui traversent 10 ans après en me disant finalement, voilà, mes options sont ouvertes, donc je vais revenir en terre normale pour vivre une vie normale. Et en fait, voilà, le problème, c'est que les Faceless Men, les sans-visage, je trouve qu'il manque un petit peu de mystère. C'est-à-dire qu'il manque un petit peu de comment dirais-je, de fantasmagorique, au sens où justement ils communiquent. Ça, pour moi, c'est une erreur qu'a fait Kirkman, c'est de les faire parler, en fait, et de les faire parler dans la langue des humains. Alors qu'au départ, on te montre qu'en fait, on dirait qu'ils apprennent, si tu veux, à parler humain quand ils enlèvent le personnage Renoir, là, le mec avec son fusil à pompe. Ouais. Et en fait, non, ils ont un système de communication, ils ont une hiérarchie, ils ont un mécanisme social qui est très proche du nôtre. Donc je trouve que si tu veux, on perd un peu le côté mystérieux, le côté alien, le côté haute civilisation qui aurait pu être intéressant. C'est le côté un petit peu abysse quelque part, c'est le côté genre il y a des aliens mais ils ont pas forcément les mêmes motivations que nous, alors que là si finalement en fait ils sont en conquête, ils ont des réflexes très humains, une mécanique très humaine, très guerrière en plus. Après voilà, c'est très joli à regarder, j'aime beaucoup le style de Felici. C'est la force de la série, hein, pour moi vraiment, c'est ce Ouais, trait puis alors justement très italien. ouais, Oui. et puis t'avais vraiment encore une rupture de ton, si tu veux, avec avec le précédent, enfin les précédents tomes où tu étais vraiment plus dans l'exploration d'un monde un peu très organique en fait, enfin où c'est vraiment végétation Ouais, luxuriante et tout ça, alors que là on est vraiment dans quelque chose de plus technologique, plus enfin cyberpunk du coup, tu vois, je balance le mot comme ça, mais c'est pas forcément pour vulgariser trop la chose. Et ouais, il y a une rupture de nouveau de ton, et c'est vraiment ce que j'apprécie, parce que effectivement ce sera jamais aussi bien, ce sera sûrement jamais aussi bien et aussi long peut-être qu'un Invincible ou qu'un Walking Dead, mais il y a vraiment une sorte de renouvellement, en tout cas un effort de renouvellement dans ce que ça propose à la fois sur le plan scénaristique et sur le plan visuel, qui je trouve mérite vraiment à cette série d'être considérée, parce que, et au final ouais, on retrouve pas ça non plus énormément non plus chez Skymount, tu vois, ou chez Image Comics. Le renouvellement constant. Ouais, Ouais. comme tu vois. Invincible.
Ouais, bah, Tu vois. c'est vrai que c'est peut-être Ou Walking Dead. Enfin, je veux dire, Kirkman n'est pas un mec qui aime bien s'imposer sur ses lauriers. J'ai pas Non. encore lu Outcast. Enfin, j'ai lu un tome de Outcast, quoi, donc je sais pas si ça évolue beaucoup dans la suite. Mais généralement, il va d'une idée à l'autre, Ouais. même d'un contexte à l'autre. Tu vois, Walking Dead, ça, c'est tel contexte, tel contexte, tel contexte. Ouais, puis Ça, effectivement, t'as raison. Par contre, je trouve que c'est peut-être. Justement, peut-être qu'il va un peu trop vite. Tu vois, pour le coup, le deuil social des disparus, entre guillemets, qui aurait pu être une allégorie, je sais pas, sur le 11 septembre, le terrorisme. bah, ça l'était clairement. Hein, ou la pandémie éventuellement, et en fait ça disparaît très vite pour aller justement plus sur ce côté, il y a les enfoirés de la dimension X qui veulent nous menacer nous. Donc, Ouais, ouais, mais et encore, parce que justement, on voit bien en allant découvrir cette société-là d'hommes sans visage, de Faceless Men, de voir qu'en fait, le rapport, enfin, la façon dont tu dis que quelqu'un est méchant ou pas est très conditionné par rapport à la façon dont tu te places toujours au cœur de ta propre histoire et de se dire que leur motivation, bah en fait sont peut-être pas si c'est pas forcément que c'est méchant, par contre c'est que la conclusion effectivement ça va nous faire chier, mais au final c'est pas des gens qui sont mal intentionnés. Ouais, et j'aime beaucoup, par contre il y a vraiment une idée, et c'est pas non plus un spoil de le dire, de cette façon de dire que c'est des mecs qui ont quand même une approche, même si effectivement ils apprennent en fait à parler comme nous pour qu'on puisse quand même comprendre ce qu'ils disent. Il y a quand même cet aspect de se dire que c'est des gens qui ont pas du tout la même perception de la psychologie que nous, et qui lorsqu'en fait par exemple sont prisonniers et interrogés, ont pas du tout l'impression d'être soumis à un interrogatoire, mais juste sont en train de faire un simple échange d'informations, parce que t'as vraiment et ça devient presque drôle, où tu vois ces militaires qui se disent putain mais je comprends pas, j'aurais posé toutes les questions et tout, et ils ont répondu à tout et ça et tout de suite et tout, et pourtant je suis pas plus informé, tu vois. Et non, c'est quand même assez particulier. Il essaie quand même, tu vois, d'apporter quelque chose pour montrer que effectivement, ça reste quand même une civilisation qui ne vient pas, qui vient d'ailleurs. Et je trouve qu'en termes de design, par contre, ils sont quand même assez mortels. ah oui, non, par contre, Et ça, notamment, je suis désolé, hein, je vais le trou dans la replacer. gueule, c'est marrant. C'est bien Ouais. fichu. Et puis clairement, ceux qui ont joué à Dark Souls 3, pensez, il y en a. Enfin, voilà. Oh, dis donc, Ah, bah, ça faisait longtemps. ouais. Ça faisait au moins un podcast. Yes. Non, non, mais il y a vraiment, ça pourrait ça pourrait vraiment faire un putain de boss dans From Software. Je pense au Renégat, enfin, celui avec son épée là. Ouais, non, même le chef avec sa parure et tout, Ouais, tout parure dorée, tout son là, ouais. apparat et tout ça, c'est la danseuse Non, mais en dans. termes de design, c'est bien fichu, c'est un peu de la fantasy. Ouais. Si, il y a un petit côté fantasy avec les trolls, enfin comment ils s'appellent, les titans, tu sais, les grands machins blancs qui ont une bouche voilà, bizarre. Mais non, mais au niveau design, moi, j'ai aucun problème avec la série, c'est plus, je te dis, je me pose la question de est-ce que c'est pas un projet d'entre-deux pour Kirkman en attendant vraiment un Ça truc fait quand plus même. perso, quoi. Donc là, on est au tome 4. 30 numéros Aux il y a en États-Unis, VO, ouais, il y en a. 32, je crois même. Ouais. Non, il y a Mais le ouais, 29 qui est sorti pour l'instant, mais c'est. Enfin, ça va là. Ça Non, va non, bien loin, sûr. quoi. Mais je te dis, je sais pas trop en fait, moi, qu'est-ce qui me met de lui dedans, tu vois, alors que je voyais bien par rapport à Invincible ou Walking Dead, qui pour moi reste ses deux meilleurs travaux. Mais après, bon, oui, ça reste de la bonne BD. Je pense que si justement vous cherchez une saga un petit peu de science-fiction, comment dirais-je, Parce que inventive, ça on va casse, dire, c'est autre chose, du coup. très drôle, Yes. et que justement, voilà, vous avez pas forcément envie de vous taper les 20 tomes de tel truc ou tel truc, oui, oui, ça fait carrément le boulot. Yes. Donc Kirkman, gars sûr, au final. De toute façon, on en Quand même. reparlera. Hein. Ouais. On aura d'autres occasions de parler de Kirkman. Bah, c'est Voilà. un peu dur de passer à côté de lui quand même. Il y a une petite série animée qui arrive bientôt. C'est vrai, c'est vrai. D'ici, ça va être un mois de mars très chargé entre la Snyder Cut et Invincible. Il y aura des choses à causer dans le podcast, ça c'est sûr. Et on va conclure ce podcast, Corentin, avec quoi? Avec Batman année 2, qui est sorti dans la collection DC Confidential de Urban Comics. Batman année 2, est-ce que c'est la suite de Batman Year One, Corentin? Bah alors c'est la suite chronologique, que je ne sais, d'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit encore officiel aujourd'hui, mais plus ou moins. Alors pour vous résumer ça, déjà année 2 c'est pas juste cette série-là, année 2 c'est un concept en fait, puisque grosso modo on considère qu'il y a quelques grandes périodes un petit peu emblématiques du règne de Batman. L'année 1 étant généralement voilà, donc l'origin story, le moment où Batman apparaît, les premiers truands qu'il va mettre en prison, etc. Et là il y a un appel d'air qui, comment dirais-je, dans la mythologie classique est quantifié à l'apparition du Joker. Grosso modo, entre le moment où Batman est approuvé par la police, où Batman apparaît en fait, et où le moment où le Joker fait ses premières armes, il y a effectivement du coup ce petit battement dans lequel il n'y a pas encore de super vilain. Mais par contre, voilà, Jim Gordon n'est pas encore commissaire non plus, Batman est encore en découverte de ses gadgets, donc c'est là qu'on va ranger tout ce qui est de l'ordre du Mad Monk, de l'ordre des Monster Men de Wagner. C'est là qu'on va mettre aussi beaucoup de séries qui sont parues dans Legend of the Dark Knight, comme Shaman par exemple, ou Gothic,
de Grant Morrison, etc. Donc voilà, en général, Avec c'est Klaus plus, Johnson, ça. ouais, c'est plus des moments où en fait, c'est plus des super criminels. Où Batman est encore vraiment un héros de polar, un détective, dans une ville très sombre, très années 30, très inspirée par le côté Metropolis et compagnie. Enfin, Metropolis de Fritz Lang, je veux dire. Et tout le côté, voilà, polar sombre, un peu années 40 et compagnie. Avant qu'arrivent les super-héros costumés, les menaces de super-vilains, etc. Donc année 2 c'est pareil. Année 2 en fait on retrouve un petit peu ce côté Batman proche de la rue, Batman terre à terre. Et voilà, je disais aussi par rapport à année 2 on voit plus souvent les flics, mais aussi les travailleuses du sexe, la mafia, etc. Tout ce côté-là qui disparaît petit à petit dans la mythologie Batman actuelle, enfin plus ultérieure, dans laquelle par exemple évolue Scott Snyder, etc. Donc là, dans l'année 2, on t'explique donc qu'il y a des débats par rapport à l'apparition de Batman à Gotham City, que c'est un petit peu compliqué pour les médias d'admettre que ce justicier-là soit forcément bien intentionné. Et évidemment, il y a un super méchant qui a priori est un petit peu le premier personnage costumé de Gotham City, qui va revenir au moment où Batman apparaît, sauf que lui, c'est pas un justicier bienveillant, c'est un mec qui chasse les mecs à coups de grandes faux. Donc lui, en l'occurrence, ça va être le vilain du volume, mais c'est aussi l'allégorie justement de pourquoi Gotham est un peu foutu depuis le départ et pourquoi les personnages costumés à Gotham inspirent généralement la peur chez les criminels. Alors voilà, moi personnellement, je vais être honnête, je n'aime pas vraiment cette histoire. Aussi, j'aurais du mal à vous la conseiller. C'est intéressant pour la culture, on va dire, et parce qu'on avait un très jeune Todd McFarlane qui démarrait au dessin dans cette BD-là, mais ça n'a rien à voir avec son style qu'il fera plus tard. C'est Mike Barr, donc qui est connu pour la saga du démon, les Daughter of the Demon, etc. chez DC, les Son of the Demon, toute la trilogie avec Ra's al Ghul qui inspirera plus tard à Grant Morrison la naissance de Damian Wayne. Donc là on est chez DC Confidential, donc c'est aussi blindé de bonus, comme d'habitude il y a toujours des numéros un peu supplémentaires, c'est préfacé, contextualisé pour expliquer un petit peu aux gens dans quoi ils rentrent, dans quoi ils s'aventurent. Là en l'occurrence les numéros bonus, le numéro bonus du coup c'est DC Rétroactive Batman the 80s. Voilà, donc ils sont des compléments un petit peu contextuels aussi, qui ramènent un petit peu le personnage du méchant sur le devant de la scène. Voilà, enfin c'est un peu pour avoir grosso modo tout le spectre de Mike Barr dans ce contexte particulier qu'est l'année 2 sur le tapis, dans une seule édition. Mais voilà, moi je trouve que ça pète pas vraiment très haut. Je pense qu'il y a mieux à faire avec l'année 2 en termes de volume à importer. Justement, je parlais des Monster Men, des Mad Monk, je parlais de toutes les séries Legends of the Dark Knight qui étaient vraiment extraordinaires. Il y a eu beaucoup de Denny O'Neil chez Legends et qui qualifie un petit peu une période que moi j'aime beaucoup. L'année 2 en général, c'est là où les auteurs mettre Batman sur un terrain plus terre à terre, où on voit des criminels qui sont vraiment des gens qui s'en prennent au peuple et pas juste aux banquiers dans les galas, en détournant des radios-télé, etc. Et où il n'y a pas tout l'apparat du super criminel qui pose la question de est-ce que Batman n'est pas responsable des super vilains, etc. Donc en l'occurrence, voilà, moi je vais le dire, je pense pas que c'est un truc qui vaille la peine d'être lu. Après, je pense pas qu'Urban ait besoin de moi pour vendre du Batman en France de toute façon. Pas vraiment. Mais à mon avis... On a fait un sondage et on a vu que ton avis n'était pas très déterminant là-dessus. Et puis même le méchant lui-même, je sais pas, il a un design qui est assez basique, vulgaire, qui a une tête de mort avec des faux. C'est pas très inspiré. Et en l'occurrence, même DC Comics l'avait avoué. Vous avez fait Year 2 parce que Year 1. Sauf que justement, quand tu changes d'auteur et quand tu changes de style, ça n'a rien à voir avec Year 1 en termes d'ambiance, en termes de ton, en termes d'esthétique, etc. C'est vraiment un autre monde. Voilà, moi je pense vraiment, si vous avez aimé Year 1 et vous croyez que ce Year 2 va être la suite, c'est pas du tout le cas. Donc, apprendre si vous êtes fan de Mike Barr, il y en a probablement en France qui justement sont des complétistes de ce genre de grands auteurs un peu oubliés. Ou si vraiment vous êtes très très fan de McFarlane et que vous voulez voir un peu comment ça a commencé. Mais... Ouais, c'est toujours intéressant, surtout que ça reste quand même des récits d'une époque qui encore, chez Urban Comics, c'est pas forcément la plus publiée, donc c'est aussi intéressant d'avoir ces choses-là qui arrivent. Ça a au moins le mérite d'exister et de faire un petit peu, si tu veux, d'apporter une petite pierre à l'édifice, on va dire, plus patrimonial, plus historique de ce que DC a publié avant New 52, Rebirth et tout ça, puisque c'est quand même un peu ce qui est reproché de temps en temps à l'éditeur, c'est de ne pas encore avoir déblayé assez le terrain sur ces époques-là de publication. Non, bien sûr. Après, je pense vraiment Urban, les gars, si vous m'écoutez, je pense qu'il y a mieux à trouver. Peut-être moins facile à vendre parce qu'il n'y aura pas le Year qui va avec, mais c'est plus facile à vendre qu'un Green Lantern Emerald Twilight ou qu'un Huntress. Évidemment, mais je dis pas le contraire. Je sais bien que c'est des risques qui sont pris, notamment pour les DC Confidential, mais je pense qu'il y a mieux à trouver dans les 35 premiers numéros de Legends of the Dark Knight, la première série, qui était extraordinaire et qui pour moi, je veux pas être méchant avec Mike Barr, un mec que j'aime beaucoup au demeurant, j'ai lu beaucoup de ses travaux, c'est un très bon scénariste.
Mais là, en fait, ça parle d'un protocole racoleux dès le départ, parce que DC Comics l'avait commandé. En plus, Barr est un pote de Frank Miller. L'avait commandé parce que justement, il voulait avoir un Year 2 à mettre après Year 1, et après, plus tard, il y aurait même eu Year 3. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ce côté accumulation assez désagréable. En vrai, si vous avez aimé Year 1, prenez Robin Year 1 ou Batgirl Year 1, qui sont de très bonnes séries, bien meilleures. Et qui sont disponibles en VF en plus. Tout à fait, voilà, et qui sont beaucoup plus compatibles avec le trait de Mazzucchelli qui avait fait Year 1, dans ce côté un petit peu plus léger, un petit peu plus ligne claire. Là, Year 2, c'est un produit de commande qui avait été fait pour de plus ou moins bonnes raisons, et qui, quelque part, en plus, effectivement, est très décevant si vous avez aimé Year 1 pour le dessin. Là, c'est vraiment pas du tout la même chose. Par contre, ça peut être justement l'occasion de vous sensibiliser à l'esprit année 2 de Batman. J'écrirai un papier dessus quand The Batman sortira, d'ici dans très longtemps, pour vous expliquer un petit peu, justement, vous compiler les différents récits qui parlent justement de cette période-là, une période sans super vilain, avec plus de super criminels, enfin plus de tueurs en série et plus de violence, c'est des bouquins assez durs, généralement assez psychologiques, c'est vraiment des duels d'esprit que fait Batman avec des serial killers dans la ville, qui pour moi est vraiment plus intéressant, enfin très souvent plus intéressant que des trucs plus maximalistes, justement, à la Snyder ou quoi. Mais celui-là, voilà, si vous voulez juste vous prendre un petit peu la température, feuilletez-le, regardez si c'est votre truc. Moi, à mon sens, c'est pas forcément le plus essentiel. Ok, très bien. Bah écoute, on espère que ce papier, ce long papier, pour la sortie de The Batman, peut-être qu'il verra le jour sur un WordPress, je sais pas, je dis ça. Espérons-le. J'ai dit ça comme ça, on verra, on en sera d'ici l'année prochaine. Et pour le coup, on va conclure cette fois le podcast dans le sens qu'on va lui mettre fin à cette émission. On espère que ça vous a plu, que vous avez été intéressé, intrigué par les titres qu'on a évoqués, quelle que soit la raison. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez lu déjà les bouquins et que vous avez envie d'en discuter, ou si au contraire vous ne connaissiez pas tout ce qui a été évoqué et que à la suite de ce podcast, vous allez tout simplement ranger vos écouteurs, prendre la porte et aller à votre librairie tout de suite là pour aller prendre l'un des comics qui a été évoqué dans ce podcast. Pas si elles seront ouvertes d'ici à ce que le podcast sorte, gars. Mais si, elles le seront si on est reconfiné au moment de la sortie du podcast. J'ose espérer que les librairies resteront au moins accessibles en click and collect. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Merci à toutes et tous de nous soutenir. Vous pouvez partager l'émission, vous pouvez le faire sur vos réseaux sociaux, dans la vraie vie. N'hésitez pas à prendre des clés USB, à mettre les podcasts dessus et à disséminer des clés USB dans dans la ville, dans les campagnes, les boîtes aux lettres, dans les boîtes aux lettres. Très bonne occasion avec juste marqué écoute-moi un peu pour le faire à la Lewis Carroll. Tu vois. On va se prendre des procès pour harcèlement. Mais non, c'est une ode à la découverte. Bref, on se dit à très bientôt pour le prochain podcast First Print. Salut. Oui.